2, 1. Ben voilà. Alors, nous voici. Bonjour tout le monde. Welcome everybody. La CSP Québec est encore une fois ravie de recevoir François Chartier, mais cette fois-ci pour un contexte un petit peu différent. Donc, on va aller explorer l'univers du saké dans 4 masterclass d'ici les prochains 4 mois avec François Chartier et son collaborateur Nicolas Rocher. Alors, je vous laisse en très bonne main ce matin et vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Caroline. Formidable. Salut, Nico. Enchanté, Monsieur Chartier, comment ça va? Ça va très, très bien. Comme tu as envie de faire chut tout le monde, et on voit la Sagrada Familia en arrière de lui, là, si tu te lèves un peu, voilà, qui n'est pas fini depuis si longtemps, mais qui va être fini très bientôt, il paraît. Donc, ce qui est une mauvaise histoire parce qu'il ne devrait pas la finir, mais bon, je commence comme ça. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, l'Association canadienne des sommeliers professionnels, de nous donner l'opportunité de venir partager l'expérience acquise de mon côté depuis 35 ans dans l'univers du saké, mais spécialement depuis les 3 dernières années, comme on fait et on élabore et on participe à un projet de saké à Miyagi dans le nord du Japon. Et dans le cas de Nicolas aussi, il y avait déjà une certaine expérience dans l'univers du saké, mais qui a une plus grande expérience depuis 3 ans. Donc, on va partager ça à travers 4 masterclass, comme Caroline l'a bien dit. Donc, merci beaucoup. Merci à Christophe Derrien de l'association, leur secrétaire général, de l'invitation aussi. Je vais partager mon écran. On sera en mode Keynote ou PowerPoint, j'oublie. Mais l'idée, c'est de partager des slides parce que c'est beaucoup plus compréhensible. Et surtout, vous m'excuserez, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Surtout, on avait envie de faire ça bilingue parce que le Canada est supposé être un pays bilingue. Donc, on va parler en français, mais les slides, non, les slides, donc les diapos sont en anglais. Donc, ce qui va permettre un peu à tout le monde de trouver son compte, espérons. Peut-être la prochaine sera en anglais avec les slides en français, je ne sais pas, on verra. Mais je ne voyais pas comment on pouvait parler en anglais et en français dans la même masterclass. C'est un peu compliqué. Donc, la langue première, c'est l'Association canadienne des sommeliers professionnels, chapitre du Québec. La langue première au Québec, jusqu'à preuve du contraire, est le français. Donc, c'est pas un statement politique. Mais Nicolas, il rigole un peu. Et on va parler français, mais on va avoir des super diapos. Alors, je vais partager ça à l'instant même. On va faire un petit partage d'écran. Oui, Caroline, j'espère que tu es là. Il faudrait que tu acceptes le partage d'écran. Oui. Formidable. J'ai eu peur. Tu es peut-être parti prendre ton smoothie, ton petit déjeuner, je ne sais pas. Donc, Et je te remercie pour le français parce que mon accent français est bien meilleur que mon accent anglais. Ça m'évitera quelques railleries. mais ton japonais s'en vient pas mal. Donc, allez. Alors, le partage d'écran, je le relance. C'est en train d'être activé. Aussitôt que ça va être là, on va partager ça. Donc, on va attaquer 4 masterclass. Le premier aujourd'hui sur l'élaboration du saké, ce qu'on appelle en bon chinois de making of saké. Donc, et on va essayer de passer à travers. On a un gros masterclass devant nous. On a 45 minutes, peut-être probablement 50, 52. Beaucoup de matière. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure sur le chat, sur le fil ou sur Facebook. Si vous êtes sur Zoom ou Facebook, tout dépendant. Et puis, on verra à la fin, on essaiera de répondre aux questions au maximum. Puis, on pourra poursuivre. Vous pouvez venir sur notre site Internet, Sakégraphie de Tanaka 1789 et Chartier. Vous pouvez poser des questions là aussi s'il y a des questions qui vous viennent par la suite. Est-ce que ça va, Caroline? Oui, Oui, formidable. normalement, On y est. Alors, partage d'écran est là. Alors, je tasse ça ici, je fais ça. Voilà, diaporama à partir du début et on y est. Voilà. C'est parti, mon kiki. On y va. Donc, masterclass. Oups, ça c'est bloqué. Voilà, exactement. Nicolas, ben, on avait mis une photo pour que vous puissiez voir Nicolas, mais vous le voyez dans l'écran. Donc, merci beaucoup. Sommellerie du Québec, hein, tout à fait. Les prochains masterclass, 14 décembre, on va parler de la classification et des étiquettes, de l'étiquette, parce que c'est assez complexe, les étiquettes japonaises.
pas seulement parce que c'est en japonais, mais c'est complexe aussi au niveau de l'information. Ça peut être très, très, très détaillé, comme ça peut être moins détaillé, mais donc c'est intéressant. Juste ça mérite un masterclass de 45 minutes. En janvier, on parlera du service du saké et aussi de la partie harmonie moléculaire, matching, donc harmonie, saké et mets, cuisine du monde. On refera ça en février parce qu'il y a trop à dire sur l'harmonie à table avec le saké. Et on fera aussi une dégustation en février. Normalement, Tanaka 1789 et Chartier, le Blend 001 sera arrivé au Québec à ce moment-là. Qu'il y soit ou pas, on vous fera suivre là, avant 1, 2, 3 ou 4 sakés disponibles au Québec que vous pourriez acquérir et qu'on pourra déguster en même temps et montrer des différences et de voir au niveau des harmonies avec des ingrédients complémentaires crus. Donc, on s'amusera avec ça. Donc, tout ce qu'on fait, nous, est dans l'univers de la sakégraphie. Donc, c'est une communauté virtuelle qu'on a créée sur le site Tanaka 1789 et Chartier pour partager cette passion-là du saké et tout ce qu'on est en train d'engranger en matière de connaissances à une vitesse grand V. Et la vision derrière ça, hein, parce qu'une fois qu'on a digéré, lire, comprendre, c'est une chose, mais digérer et avoir sa propre vision, c'est important. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous partager comment le saké est élaboré, mais à travers notre propre vision. Donc, tu veux lancer ça, Nicolas? Tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir avec notre vision de comment on est arrivé dans ce monde-là et donner quelques astuces et c'est de le rendre accessible et démocratique quand on a tous été contraints d'apprendre sur le saké. Donc, le saké, là où c'est vraiment important de notre point de vue, vous allez voir que c'est un monde qui peut paraître très complexe pour diverses raisons. On a une différence de langage, on a une différence de culture, on a une différence de mots. Et tout ça nous amène vraiment à un monde où on peut très rapidement se dire on va préférer étudier autre chose. Ça a été mon cas pendant très très longtemps, en disant je vais plutôt étudier l'Armagnac, le vin et autres, parce qu'on a une accessibilité qui est plus facile. Mais je pense que rapidement, et vous allez découvrir, le monde du saké est assez riche pour pouvoir s'amuser avec nous. Et déjà en partant, Nihonshu, pour ceux qui ne savent pas, Nihonshu est le nom japonais du saké. Parce qu'il existe des sakés en Chine, généralement de moins bonne qualité. Généralement, je dis bien, puis des sakés maintenant qui se font un peu partout. J'espère que vous m'entendez bien. La connexion Wi-Fi a l'air d'avoir un petit peu de misère en ce moment. C'est bon, OK. Donc, les Japonais ont créé une définition, un nom propre au saké au Japon qui est Nihonshu. Alors, quand on parle de Nihonshu, on parle du saké japonais. Donc, ce n'est pas un euphémisme. Vas-y, Nico. Très, 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 très simple. Nihon signifiant Japon et Shu Japon. signifiant alcool. Vous avez le pourquoi ça s'appelle Nihonshu. Vous venez d'apprendre vos 2 premiers mots de japonais. Oui, exactement. Et la personne qu'on voit ici de dos, c'est une amie japonaise qui vit à Montréal, mais qui est venue prendre des photos à 2 reprises sur tout ce qu'on fait là-bas. Donc, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours les gens qui sont là, l'amitié. Donc, quelles sont les clés pour s'ouvrir dans ce monde du saké, qui est un monde hyper complexe, comme Nicolas disait. Même si on ne connaît rien, vaut mieux oublier tout ce qu'on sait parce que c'est un monde hyper complexe. Il vaut mieux passer parce que déjà en partant, il y a la culture japonaise, il y a le langage japonais, donc dans l'écrit qui est incompréhensible si on le lit pas japonais, donc on ne peut pas relier à aucune langue. Et il y a l'histoire qui est hyper importante comme dans tous les produits, comme dans le vin, la bière, le whisky. L'histoire est hyper importante. Ce qui en fait un produit hyper complexe, qui est une des grandes raisons pourquoi le saké n'est pas très connu à travers le monde. Pas apprécié, mais connu. Pas très distribué, pas très présent. Je pense que c'est un peu, je recule. Je me souviens quand j'ai commencé dans le monde du vin dans les années 80, les vins allemands, s'il y avait 2 vins allemands à la SAQ, c'est beau. Mais l'étiquette était hyper illisible pour un néophyte du monde du vin. En plus, qui ne parle pas allemand, c'était indescriptible. Donc, c'était une des raisons. Il y avait le prix, il y avait le style, et c'est ça, mais je pense que l'étiquette jouait pour beaucoup. Ça peut décourager rapidement des gens de rentrer de plein fouet dans le monde du saké, mais je pense que le plus important, c'est la curiosité. C'est d'oublier ce qu'on sait, même si on n'en sait pas beaucoup, ou on en sait beaucoup, puis d'essayer de rentrer dans l'univers du saké, puis de faire nos gammes dans cet univers-là. Rapidement, quelques chiffres, Nicolas. Oui, c'est des chiffres. 1200 kuras au Japon. Donc, une kura, c'est on pourrait dire une bodega, un château, un lieu de production de saké. 1200, on constate une forte chute. Hein. Il faut savoir que le saké est en perte de vitesse un peu au Japon. Donc, beaucoup ont fermé depuis les années 90. On reviendra sur l'histoire sur une autre masterclass. Et que 14 kuras représentent 55% de la production. C'est pour vous donner un ordre d'idée.
que le saké est quand même produit par des petits producteurs en règle générale à l'heure actuelle. Tout le Japon produit du saké, donc il y a 47 préfectures au Japon et les 47 produisent du saké, du nihonshu. Évidemment, d'autres plus en grande quantité, mais vraiment, c'est un produit national et une boisson nationale. Un chiffre intéressant, c'est 22 degrés d'alcool maximum. C'est ce qu'on retrouve. Si vous êtes au-dessus de 22 degrés, vous ne pouvez pas être classifié comme saké. Information importante parce que beaucoup de gens vous diront le saké, c'est très fort en alcool. Ah, c'est ce qui brûle. À 22 degrés maximum, alors qu'en règle générale, comme c'est écrit, c'est souvent entre 16 et 17 degrés. Il n'y a pas vraiment de raison que ce soit un alcool qui brûle, parce qu'on est sur des degrés d'alcool se rapprochant presque du vin, même sur des 14-16. Et comme le dit parfaitement François en général, l'important, c'est l'intégration de l'alcool dans les produits, l'équilibre qu'on retrouve dans ce produit-là. Deux exemples. Un que j'ai dit régulièrement, on a appris spécialement au Québec, au Canada, en Amérique et même en Europe, on a appris le saké dans les années 70, plus ou moins. Je ne parle pas de moi parce que j'étais plus jeune à cette époque-là, mais dans fin 70, début 80, avec des sakés commerciaux, pas nécessairement très bons, servis dans des restaurants très, très chauds. Le saké chaud, c'est très, très bon, hein, mais servi trop chaud, mauvais contrôle de la température. Donc, on faisait chauffer trop. En faisant chauffer, on perd des molécules. Les petites molécules volatiles s'en vont. L'alcool nous brûle en bouche. On sert ça dans des petits chocos, les petits verres, un peu comme les tasses à thé. Et on fait qu'une paille. Donc, ça veut dire on fait sa loupe, puis on en boit une après l'autre. Bien sûr, on est complètement bourré. Et ce qui nous reste comme souvenir de ça, ceux qui ont 50 ans et plus ou 45 ans et plus, ben, oh, oui, OK, c'est un alcool fort. Ben non, c'est pas un alcool fort, le saké. Un autre exemple, un des grands vins, pas le seul, mais un des grands vins que j'ai goûté dans ma vie, puis probablement le meilleur Zinfandel était de Turley, il y a plusieurs années, était à 17,5 % d'alcool, un Zinfandel. Mais il y avait une harmonie incroyable dans ce Zinfandel que 17 17,5 % d'alcool, il n'y avait aucun problème. Alors, le lendemain matin, une bouteille à deux, bien sûr, on le sent, mais pas dans la bouche, pas dans le nez, pas dans l'harmonie d'ensemble. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce qui est écrit en bas. L'harmonie est beaucoup plus importante que le degré d'alcool. Donc, et aujourd'hui, tout le monde tend au saké, au Japon en général, à faire des sakés avec des degrés d'alcool un petit peu plus bas pour toutes sortes de raisons, pour essayer de plaire à la clientèle internationale, aussi à l'étranger, parce que les gens ont cette idée-là que c'est beaucoup d'alcool, mais aussi parce que c'est une recherche d'élégance, de pureté, de raffinement, ce qui n'empêche pas des sakés à 17, 18 degrés, 19 degrés qui sont d'une élégance et d'une pureté incroyable. Donc, il y a un grand paradoxe là. On y reviendra, on fera des masterclass sur l'alcool, l'impact de l'alcool dans le saké, l'alcool ajouté ou l'alcool naturel, parce que là, on en parlera tantôt, mais ça a un impact. Donc, bien sûr, du liquide au solide, du riz au nihonchi, au saké. Le saké est fait uniquement avec du riz, de l'eau et du koiji. Ça, c'est vraiment la législation du nihonshu. Riz, de l'eau, du koiji. Fait qu'au final, c'est vegan, c'est gluten-free, c'est sans sulfite, c'est pas toujours, mais souvent un produit naturel. Donc, mais ce qui n'est jamais mis en avant, sauf exception, mais ce qui n'est jamais mis en avant, je trouve qu'il y a une erreur actuellement. On devrait beaucoup plus mettre ce phénomène-là en avant. Mais bon, le plus important, moi, je reviens toujours à ça, c'est la qualité qu'il y a dans la bouteille, dans ton verre, puis les émotions que ça nous procure. C'est pour moi, c'est ce que je recherche en premier. Donc, on fait souvent le parallèle, je te laisserai poursuivre, Nicolas, avec le vin, le whisky et la bière. Complètement, on aime comparer, mais on revient à ce qu'on disait au début, attention, ne pas comparer, de repartir à zéro. Donc on dit souvent pourquoi c'est différent du vin, évidemment parce qu'il y a une fermentation, mais ce n'est pas fait avec des raisins, mais on est sur à peu près le même processus de fermentation alcoolique. Pourquoi ce n'est pas du whisky? Juste parce que ce n'est pas une distillation, ce n'est pas un produit distillé, ce qui explique qu'on a des degrés d'alcool atteignant les 14-16 et non beaucoup plus haut. Et pourquoi ce n'est pas de la bière? Ça serait presque le processus qui se rapproche le plus, mais dans la bière, vous savez, il y a le processus du maltage, le maltage qui permet justement de transformer les chaînes d'amidon en sucre pour avoir ce sucre qui va se fermenter en alcool. Et dans le cas du saké, on n'a pas ce processus-là, on utilise un autre processus. Donc on se rapproche de la bière, mais ce n'est pas de la bière, on est vraiment sur un processus unique. Oui, voilà. Oups. On vient là, voilà. Donc, tu parlais de maltage, justement. Bien, dans la production du saké, pour ceux qui ne savent pas, le riz n'a pas de sucre fermenté cible.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre dans le riz qui permet de démarrer une fermentation. Ça veut dire mettre du riz dans de l'eau, mettre des levures, démarrer une fermentation, c'est impossible. Donc, il faut transformer l'amidon en glucose, en sucre fermentescible. Et ça, c'est le Koji qui fait ça. On le verra tantôt. C'est le Koji qui permet de faire ça. Et après ça, on ajoute les levures et qui permet de partir la fermentation. Et souvent, ça se fait presque en même temps, en parallèle. Donc, on y reviendra aussi. Donc, déjà, ça donne une idée. Qu'est-ce qui différencie le saké de la bière, du whisky et du vin? N'hésite pas, Nicolas, à ajouter. Bien, hein, si, bien sûr. Ici, c'est très intéressant. On va repasser rapidement sur les processus de fabrication. Donc, on a notre riz. Il va avoir différentes étapes pour le transformer. Ce riz, on va le séparer en deux. On va faire une partie pour faire du kojimai, donc ce riz qui va être avec du koji, donc pour commencer cette fermentation de l'amidon en sucre. Et après, le kakemai. Le kakemai, c'est juste du riz cuit en grande quantité. Comme le kojimai est très prononcé en goût, on va prendre un riz cuit normal pour atténuer le goût. On va réunir tout ceci dans les chubos. Le chubo, c'est comme un yeast starter. Donc, c'est la base de la petite fermentation. On va faire une petite fermentation comme un levain dans le monde du pain. Et après, on utilisera pour ajouter plus. Donc, on va ajouter de l'eau et les levures. Et après, on aura la fermentation, donc le moromi. Vous avez un mot sandan shikomi sur le côté, on l'expliquera juste après. La moromi, qu'est-ce que c'est? C'est la fermentation. Et après cette fermentation, on obtient un saké brut, donc un saké avec tout ce qui est les lits, la puissance, la richesse aromatique. Et donc après, on va passer à la phase que moi j'aime appeler d'ajustement, comme quand on fait une sauce dans la cuisine. On va commencer à rectifier, on va clarifier, pasteuriser. Et bien sûr, l'embouteillage, ce sont les dernières étapes pour obtenir au final le saké, le produit fini. Et bien sûr, j'entends certains penser, on ne pasteurise pas toujours, donc il existe des sakés Nama, on en parlera tantôt. Nama, quand le Nama est sur la bouteille, ça veut dire qu'il n'a pas été pasteurisé, mais pas toujours. Si c'est Nama Soumé, c'est pasteurisé juste une fois, pasteurisé avant la mise en cuve, qui va avoir un certain vieillissement de 3 mois ou plus avant la mise en bouteille. Donc, ça peut être pasteurisé une fois seulement avant la mise en cuve ou après la mise en cuve, avant la mise en bouteille. C'est Nama Shozo, c'est avant la mise en bouteille. Nama Zoomé, c'est avant la mise en cuve. Donc, Nama Tuko, pas de pasteurisation. Pasteurisé 2 fois, ce qui est comme à peu près 95%. J'ai pas, tu as le chiffre, Nico? Combien de sakés sont pasteurisés? C'est au-delà de 95% du marché, probablement. Hein? Oui, sur les 100% Nama, les 100% Nama ne Ouais. représentent presque rien. Pour une question aussi de philosophie, les Japonais aiment quand les produits sont droits et précis. Et on sait que les Nama, Ouais. le problème peut être de Ah, des celui-ci. déviations aromatiques Exactement. à cause de développement de bactéries, entre autres, de refermentation. On voit des sakés Nama au Japon et à l'étranger, mais au Japon, les bouteilles sont vivantes. Là. Ça bouge énormément. On n'est pas dans le vin nature, là, on est encore plus loin ou avant. Donc, voilà. Donc, et comment le processus d'élaboration du saké influence le saké? Un exemple facile, il y a le polissage du riz. On en parlera tantôt s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est le polissage du riz. On polit le riz, on enlève les impuretés du riz, on le polit à différents degrés, différents ratios. Mais quand on enlève cette partie-là extérieure, on enlève des protéines aussi. Qui dit protéines dit acide aminé. Qui dit acide aminé dit umami. Donc, en polissant énormément, on enlève du futur umami, des précurseurs d'umami dans le futur. Donc, ça veut dire que ça va avoir un impact direct sur le style de saké qu'on va faire. Bien sûr, après ça, ça dépend du style de riz et de plein d'autres choses. Mais c'est juste pour montrer comment le procédé d'élaboration a un impact direct sur le style du saké, comme dans le vin, bien sûr. Donc, le procédé influence le saké. En premier, le riz. Je te laisse aller, Nico. Ouais. Le riz, il est important de comprendre que on peut faire du saké avec du riz de table, on verra ça juste après, mais en général, on utilise un riz spécial, un riz à saké. Qu'est-ce qu'on cherche? Évidemment des tailles plus grosses qu'un riz quotidien que vous avez chez vous. Pourquoi? Parce que comme on va le polir, il faut des riz plus gros et comme ça on a beaucoup plus de précision. C'est plus facile de polir un gros grain de riz qu'un tout petit grain de riz. Évidemment, on cherche des grains de riz beaucoup plus durs qui résistent à ce polissage parce que le polissage, on va le voir, ça va être une friction. Donc, il faut évidemment que le grain de riz ne se broie pas, sinon on va faire de la farine. Une bonne absorption de l'eau. Pas beaucoup de protéines, comme l'a dit François, il y a beaucoup d'umami, beaucoup de richesse dans les protéines. Et à l'origine, et c'est pour obtenir dans la philosophie japonaise un produit très pur, moins on a cet umami, moins on a cette puissance
plus on aura de la pureté. Une fois de plus, il est important de revenir, c'est une philosophie japonaise, on est au Japon, la philosophie est différente de ce que nous on recherche, et c'est ça qui est très intéressant quand on partage. Et on terminera avec le Shimpaku. Le Shimpaku, c'est le petit cœur, on l'a sur la photo, François, si tu peux la mettre, des 2 grains de riz. Normalement, il est blanc sur la photo de droite, sur le riz Yamada Nishiki. Vous constatez qu'au milieu, il y a un petit rond noir. Alors normalement, ça devrait être blanc. Et ça, en fait, c'est le cœur d'amidon. Le cœur d'amidon, pourquoi? Parce que comme on l'a dit, l'amidon, c'est ce qu'on va transformer en sucre fermentescible. Et après, c'est ce qui nous donnera l'alcool. Donc, c'est très important que dans ces grains de riz, le cœur d'amidon soit bien précis, bien délimité, ainsi que quand on va polir, on va garder ce cœur d'amidon. Je montre cette photo-là, Nico, Bien parce que sûr. la photo qu'on voyait, le Yamada Nishiki, normalement, le grain complet, il est brun. Hein, il n'est pas blanc. Et c'est pour ça que le cœur est blanc. Mais ce qu'on voit ici, je reviens en arrière, ce qu'on voit ici, c'est une radiographie. C'est l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'on voit le grain noir et l'extérieur blanc. Donc, mais c'est le grain complet. Tout à fait. Juste une simple précision, il y a déjà des questions, on répondra à toutes les questions à la fin, comme ça, parce qu'il y a souvent les réponses qui arrivent au fur et à mesure. Et sinon, on les répondra à la fin. Donc, il y a eu plus d'une centaine de types de riz, de variétés de riz qui existent rien que pour le saké. Et évidemment, si vous en avez 3-4 à retenir, le Yamada Nishiki, c'est celui que vous devez retenir. C'est 33% de la production de riz, on l'appelle le roi des riz. C'est vraiment ce qui est produit principalement. Pourquoi? Pour toutes ces qualités, pour produire des sakés de grande qualité. Le Miyamia Nishiki également. Et il faut savoir que tous ces riz-là ont été créés donc, avec des souches, pardon, excusez-moi. Et en fait, ils sont tous de la base de l'omashi. L'omashi, ça a été vraiment l'un des premiers riz qui a été utilisé. Et après, par croisement, vous pouvez améliorer votre riz. Croisements qui peuvent être naturels ou non, hein, en termes de génétique. Vous savez que tout est possible. C'est intéressant. Je parlais avec un producteur de saké hier matin en direct du Japon en Zoom privé et il m'expliquait comment il a changé dans un de ses sakés, il a changé le riz pour ajouter un peu d'omashi. Donc, il a fait un blend de riz dans sa production, ajouter un peu d'omashi parce qu'il en cultive. Et, la majorité des riz sont achetés au Japon. Il n'y a pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup de producteurs de saké qui cultivent leur propre riz. Donc, ça aussi, on y reviendra. Donc, lui, avec de l'omashi, pour amener des notes épicées à son saké Junmai, parce qu'il aime ces notes épicées-là dans le vieillissement. Donc, très intéressant, là, tout son travail sur les arômes et les arômes dans le vieillissement. Donc, ça faisait expérience depuis de longues années. Donc, l'impact des riz. Kuranohana, on l'a mis un peu en couleur, en exergue, parce que ça vient de Miyagi. C'est un riz local et c'est un riz qu'on essaie d'utiliser de plus en plus dans le projet Tanaka X Chartier. Pourquoi? Parce que c'est local pour aider les producteurs, pour être sustainable, mais aussi et surtout, avant tout, parce qu'il amène une certaine acidité et une structure dans les sakés. Donc, c'est intéressant de travailler avec ce riz-là. Nicolas? C'est intéressant d'ailleurs ce que tu as dit sur les peu de gens dans le monde du vin, beaucoup de gens reflètent le travail à la vigne et le mettent en valeur. C'est vrai qu'au Japon, peu de producteurs ont leur propre riz. C'est pas parce qu'ils ne savent pas ou ils ne veulent pas. Une fois de plus, c'est des raisons historiques dont on reviendra, mais après la Seconde Guerre mondiale et autres, et la division. Donc ça, c'est important. Et petit à petit, c'est une mode qui va revenir de plus en plus. Et je vais juste ajouter, je sais que ça prend du temps, mais quand même, il faut savoir, dans l'histoire, la culture japonaise, la culture des civilisations, le riz, la culture du riz a un impact sur l'identité des Japonais. Cette identité japonaise, en général, très, pas refermée sur eux-mêmes, mais très respectueux de l'autre, très discret et qui s'entraident énormément, ben, ils n'avaient pas le choix. Si on retourne au monde rural, c'est très difficile de cultiver le riz. Ils avaient chacun des petits lopins de terre. Personne n'avait des grands lopins de terre, donc tout le monde s'entraidait. Donc, ça a créé une civilisation unique, singulière, je dirais, et elle existe encore aujourd'hui. Bien sûr, les gens de Tokyo, d'Osaka et de Nagoya, Fukuoka ne cultivent pas le riz, mais ils ont hérité de cette notion d'être japonaise-là, héritée de la culture féodale et agricole, de culture du riz. Et ça explique en partie pourquoi il y a très, très peu de producteurs de saké qui font leur propre riz. Donc, je te laisse suivre. Donc le riz, il y a différentes étapes avant de commencer la production de saké. On l'a vu, il y a l'étape de polissage. On va nettoyer une fois qu'il est poli, enlever toutes les impuretés évidemment. On va le soaking, le tremper.
Le trempé, merci. Trempage, ouais. En fait, mon anglais n'est pas si mal. Il n'est pas si mal, hein? On va faire un trempage. Quel est le but du trempage? C'est juste d'avoir un niveau d'humidité uniforme pour obtenir une cuisson uniforme. Après, on le passe en cuisson. Le but de la cuisson, on le verra, ça va être évidemment de commencer à dissoudre un peu le grain de riz, de lui permettre ainsi aux enzymes de rentrer profondément dans le riz. On refroidit et après, on séchera ce riz-là. À propos du… Oui. Vas-y. Non, vas-y. L'eau est importante dans l'élaboration du saké, mais est importante aussi à ce niveau-là, dans le trempage, dans le nettoyage, dans la partie de cuisson. Pourquoi? Parce que le riz a besoin de cette eau-là pour après ça pouvoir être transformé par le koji, pour pouvoir transformer l'amidon. Cette partie-là, elle est essentielle, hyper importante pour différentes choses, mais spécialement pour cette notion-là de transformation de l'amidon en sucre fermenté cible. À la slide suivante, donc on est sur le polissage. Rapidement, c'est un polissage classique. Non, deux grosses meules qui tournent entre elles, on a une friction et on les fait repasser au milieu. C'est important de dire sur le polissage, quand on dit que le riz est poli à 70%, ça veut dire qu'il reste 70% du riz. C'est-à-dire qu'on a enlevé 30%. Mais ça, c'est toujours important au début. C'est toujours une partie un peu plus complexe de savoir si c'est ce qu'on a enlevé ou gardé. 70%, c'est ce que l'on garde. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'un saké à 28% sur l'étiquette, ben, c'est ce qui reste du grain de riz. Il ne reste que 28%. Ça veut dire qu'on a enlevé 72% de la grosseur du grain de riz, 72% de l'extérieur. On l'a retiré par le polissage. Tout à fait. Et donc, on polit pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est d'enlever les protéines. On l'a dit, les protéines, c'est beaucoup d'umami. Plus on va polir, moins il y aura de protéines. Et plus on aura des profils très, très purs. Vous remarquerez en dégustant des daiginjo, en général, vous avez un profil aromatique très, très droit sur la banane, très frais sur les notes florales et sur le melon, la pomme verte. Pourquoi? Parce qu'en polissant, on limite les protéines. En limitant les protéines, on limite cette gamme aromatique d'umami. Évidemment, pardon. Ouais, on a des arômes moins lactones, moins bourgogne, moins riches, moins marqués par abricot, miel, lait d'amande et tout ça qu'on trouve dans les junmai. Donc, on se retrouve dans les junmai tout court et non dans les daiginjo ou les ginjo. Évidemment, on a moins de minéraux et on verra l'impact des minéraux juste un peu plus tard, qui évidemment influent énormément. On parle d'un produit qui est chargé de minéraux et dans le processus, les étapes sont très longues et à chaque processus, on peut jouer là-dessus. Et la meilleure absorption et dilution, c'est ce que je disais tantôt par rapport à l'eau, le trempage, leur absorption de l'eau pour après ça avoir plus d'aisance au koji à travailler. Il y a différentes méthodes de travailler le koji, soit qui reste à l'extérieur ou qui rentre dans le grain. Bien, ils vont avoir une meilleure absorption aussi du koji. Donc, beaucoup d'impact dans ce travail. On voit justement un grain de riz plein à droite et poli à 70%, donc 30% qui a été retiré jusqu'à 35%. Puis on peut aller, aujourd'hui, il y en a qui vont jusqu'à 24%. Je pense que c'est presque le minimum. Donc, il y a des fous qui ont fait 8%. Le problème, quand vous avez tellement quitté du grain de riz, pour lancer la fermentation, vous êtes obligé de rajouter des additifs parce que vous n'avez plus du tout de nourriture. Donc après, c'est une question de philosophie, mais si vous quittez tellement et vous devez rajouter, je pense que c'est une philosophie qui est un petit peu opposée à la logique. Mais… C'est comme faire du vin avec juste les pépins. C'était facile, mais c'est ça quand même. Donc, puis on voit l'impact. Tu peux l'expliquer si tu veux, Nicolas, l'impact du travail. On y reviendra plus profondément à la prochaine masterclass sur les labels et la classification. Ça, on va parler dans les grandes lignes. Vraiment, le polissage du riz, c'est l'une des bases de la classification. Donc, comme ça, vous avez une première approche un peu plus familière. On trouvera sur le côté gauche, plus vous polissez, plus vous allez rentrer dans une catégorie qui s'appelle normal, ginjo, daiginjo. Donc, si j'enlève plus de 50% de mon grain de riz, je vais rentrer dans les daiginjo. Si j'enlève 40%, donc je suis à poli à 60%, je suis un ginjo. Et après, vous avez deux autres colonnes. C'est juste savoir si j'ajoute de l'alcool ou non. Donc, quand je n'ajoute pas d'alcool dedans, je suis un junmai. Et quand je rajoute de l'alcool, donc on parle d'alcool neutre, d'alcool pur, là, je passe dans la catégorie classique. Donc, un ginjo, pour bien comprendre, peut être un saké, parce que dans le vocabulaire
normales, on dit « Ah, j'ai goûté un Ginjo ». Mais oui, mais un Ginjo, est-ce qu'il était Junmai Ginjo ou Ginjo? C'est des Ginjo tout court. Il a été super poli à 60% minimum, mais il y a eu un ajout d'alcool dans le saké. Et c'est pas moins bon, hein? On en a déjà parlé. Si vous allez sur notre sakégraphie, puis on fera une masterclass juste sur l'alcool. C'est pas une question de qualité, c'est une question de philosophie, comme Nicolas dit souvent depuis le début, une question de ce qu'on recherche, de profil. Donc, on goûte des sakés qui ont eu de l'alcool, qui sont magnifiques, puis d'autres qui n'en ont pas eu, qui sont des Junmai, Ginjo, sans aucun ajout d'alcool et qui sont magnifiques aussi. Donc, et des fois qui sont moins bons. Encore là, c'est le travail de l'être humain derrière, à chaque étape. Chaque étape est importante. Donc, et c'est la fameuse phrase Will you peel the grape before making the wine? Tout le polissage est alentour de ça. C'est la réflexion que nous, on s'est fait quand on a commencé à rentrer dans l'élaboration du saké, parce qu'on ne fait pas que faire le blending, on élabore le saké avec le toiji. Donc, c'est dire, bon, OK, pourquoi on polit autant? C'est quoi cette course au polissage à 28, 24, 8%? Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Puis ce qu'on enlève, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il des éléments? Y a-t-il des minéraux? Y a-t-il des acides aminés? Y a-t-il des esters qu'on pourrait garder? Puis si on les garde, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est de là qu'est née cette phrase-là dans notre tête. C'est dit, ben oui, alors pourquoi peler le raisin avant de faire le vin? Il n'y a personne qui fait ça. Bien sûr, on parle de vin rouge, là, mais même le vin blanc, sur macération, bon, vous comprenez très bien où on s'en va avec ça. Donc, le riz influence le procédé et le procédé influence le goût directement parce qu'il faut travailler le riz, on n'a pas le choix. C'est pas comme le malt, hein, c'est complètement différent, c'est pas comme le raisin. On n'a pas besoin d'ajouter l'eau dans le vin, mais avec le riz, il faut ajouter de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau dans le riz. Donc, déjà en partant, on voit l'influence. Et là, on rentre dans l'univers mystique du Koiji. Ça, c'est une salle de Koiji chez Tanaka. C'est un Koiji Room. Le Koiji, c'est ce fameux champignon magique, l'univers du saké, qui permet cette transformation-là de l'amidon en sucre fermentescible, entre autres. Il ne fait pas que ça. Et il y a différents types de Koiji qui sont dans la famille Aspergillus. Donc, le Koiji le plus utilisé au Japon à 97-98%, c'est le Koiji jaune pour faire le saké. Mais il existe des Koiji noirs qui sont surtout utilisés pour faire le Soshu et Awamori. Et le Koiji blanc, qui est un dérivé du Koiji noir, qui est utilisé surtout pour le Shoshu aussi, mais on essaie de le réintégrer, de l'utiliser dans l'élaboration, mais en très petite quantité à Tanaka. Pourquoi? Parce que le Koiji blanc, quand on sait bien le travailler en Kimoto, Yamahai, va donner plus d'acidité, entre autres. Comme on cherche à faire des sakés avec plus d'acidité naturelle, sans aucun ajout, sans aucun apport, pour que le saké se rapproche un peu de l'acidité du vin blanc, j'ai bien un peu, ben, c'est un des points sur lesquels on peut travailler. En travaillant le Koiji, il y a deux grandes façons de travailler le Koiji, méthode Soase ou la méthode Tsukiyase. Donc, puis les deux vont séparer. Soase va rester à l'extérieur du grain de riz et le Tsukiyase va finir par pénétrer dans le grain de riz. Et ça fait des fermentations plus lentes et très, très bonnes pour les Daiginjo et les Ginjo, entre autres. Donc, on passe vite parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, l'impact là, du Koiji, mais très intéressant. Ce qui nous amène à récapituler, on a parlé du riz, les différentes méthodes, le riz à Koiji, le Koiji Mai, le Kakemai qui est le riz seul étuvé, et puis après ça le Kome Koiji qui est l'assemblage des deux avant d'aller dans le Shubo pour pouvoir faire le yeast starter, donc le pied de cuve, comme on dit dans le monde du vin. Donc, mais il y a l'eau. Donc, très belle photo d'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo. L'eau, elle est hyper fondamentale dans l'élaboration du saké, plus que dans n'importe quel autre produit. Donc, 30 à 40 litres d'eau va donner 1 litre de saké. Ou plutôt, on a besoin de 30 à 40 litres d'eau pour faire 1 litre de saké, parce que ce n'est pas l'eau qui va donner le saké. Donc, puis l'eau, c'est plus qu'un liquide, c'est une nourriture pour les levures.
Donc, il y a différents types d'eau à travers tout le Japon. En travaillant avec l'eau naturelle, il y a beaucoup de sources, d'autres sources, des sources volcaniques ou non, des sources calcaires. Il y a beaucoup de calcaire au Japon. Donc, il y a des eaux fortes, dures, et des eaux pas molles, mais douces. Donc, oui, c'est ça, des eaux molles, comme les monts molles de Dali. Donc, et qui va avoir un impact sur la fermentation, mais qui va avoir un impact sur le koichi, sur le trempage du riz, l'intégration, la pénétration de l'eau dans le grain de riz, sur la fermentation et blablabla, et même l'eau qu'on va ajouter, parce qu'il y a des sakés où on ajoute de l'eau avant la mise en bouteille, certains types de sakés. Donc, l'eau, elle est hyper importante et elle va avoir un impact sur le goût final du saké, beaucoup plus qu'on pense. Tu veux ajouter quelque chose, Nico? Juste pour dire, c'est un monde absolument incroyable. Et justement, lundi, on fera juste une masterclass sur ça. Pourquoi? Parce que je pense que ça vaut le coup de s'arrêter. Là, c'est un exemple des impacts des minéraux dans l'eau. Si on a beaucoup de calcium, on va jouer sur l'acidité lors de la production. Donc ça, c'est très intéressant. Le magnésium, lui, va aider au développement du koji. Par exemple, on a par contre le fer. Alors, il n'est pas marqué là, mais le fer, qu'est-ce que ça va provoquer? Une réaction de Maillard. Donc ça va colorer le saké et ça va lui provoquer des déviances. Donc toute cette analyse est très importante et en plus dans la culture japonaise, la place de l'eau est prépondérante. Et c'est vrai que c'est un nouveau milieu. Apprendre le saké pour apprendre l'eau, c'est quand même assez curieux. Mais On a fait une masterclass il n'y a pas longtemps sur les levures en disant que les levures, point d'interrogation, est-ce que c'est le terroir du saké? Et on en fait une lundi sur l'eau, puis c'est est-ce que c'est le terroir du saké? Parce que les sakés, on les classe beaucoup dans les types de saké par rapport à leur région de production, le nord, le sud, l'est, ouest en général. Et c'est surtout lié au climat, mais à l'eau. Parce que l'eau n'est pas la même dans ces régions-là, montagneuses, calcaires, minérales, argileuses, volcaniques. Donc, des eaux douces, des eaux fortes, des eaux puissantes, différentes. Donc, ça a un impact. C'est vraiment, il faut avoir goûté les eaux. On n'a pas, pour être très, très honnête, pas fait le tour du Japon pour goûter tous les eaux du Japon, mais je souhaite bien sûr le faire et Nicolas aussi parce que avant de goûter les sakés, en goûtant les eaux, c'est très intéressant, c'est de voir le lien entre les deux, un peu comme quand on marche dans un vignoble et on prend l'argile entre les mains, on prend le calcaire à Chinon, on prend les différents schistes à Banyuls ou dans le Priorat entre les mains, puis tu goûtes les vins. On finit par trouver une certaine relation entre les deux. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec l'eau, selon les grands spécialistes du saké qui ont eu cette chance-là de faire le tour du Japon et de goûter aux eaux autant qu'au saké. Donc, les levures, on parlait de levures. Donc, les levures ont un impact super important. Je te laisse aller, Nico. les levures dans le monde dans le monde du saké, il faut savoir qu'elles sont souvent choisies, elles sont déterminées donc par la National Research Institute of Brewing, la NRIB. Donc c'est géré par le gouvernement, le ministère des Finances japonais. Donc ça a été créé en 1906. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné des souches de levure. Leur but en sélectionnant ces souches de levure, c'était d'aider les producteurs de saké à terminer les fermentations, avoir des sakés de plus grande qualité et surtout, eux, avoir un peu plus d'argent parce que les taxes du saké étant relativement importantes, le gouvernement s'assurait également des revenus. Donc, on parle souvent de levure sélectionnée dans le monde du saké. Il y a très peu de saké en levure indigène, donc on en parlera un autre jour, où il y a déjà d'ailleurs un texte là-dessus sur la sakégraphie, sur les levures, qui est très complet. À l'heure actuelle, sur les levures sélectionnées, on a 14 levures qui marchent par numéro de 1 à 14 à l'heure actuelle. Alors, on en a vraiment 4 qui sont le plus utilisées, donc la 7, la 9, la 10 et la 14. Pourquoi? Parce que pour le profil aromatique qu'elle dégage, donc des profils aromatiques très expressifs, on revient sur le melon, la banane, elles sont résistantes à l'acide lactique, donc on sait que c'est très important surtout pour pouvoir survivre. Elles résistent également aux hautes températures de fermentation et évidemment au degré d'alcool plus ou moins élevé. Donc ça, c'est vraiment des caractéristiques essentielles pour être levure de saké. Ouais, Et à partir de... il faut savoir que, excuse-moi Nicolas, les levures du monde du vin, par exemple, à plus ou moins 16 degrés, commencent à s'étouffer, à ralentir, à mourir. Et donc, c'est pour ça que les levures utilisées, même si c'est la même souche de levure au départ que le vin dans l'univers du saké, les levures sélectionnées avec le temps pour le saké sont capables d'aller jusqu'à 22 degrés. Donc, ce qui n'est pas le cas des levures utilisées dans l'univers du vin. Exact. Et donc, c'est là où on revient. Après, il y a eu beaucoup d'autres créations. Tout ceci, c'est un peu pour vous donner un titre indicatif. Si vous voyez des numéros de levure,
à moi personnellement au début ça m'intriguait, donc on le partage, c'était de dire qu'est-ce que ça signifie ces numéros-là. Si vous voyez après des numéros comme 601, 701, 1001, quand vous voyez 01 à la fin, c'est la même levure, la numéro 6, seulement elle est non moussante pour des raisons diverses et variées, mais dites-vous que c'est la numéro 6. C'est exactement pareil, seulement dans le processus, la mousse de la fermentation ne se produit pas. La mousse dans la fermentation représente une énorme quantité, et en fait, pour des raisons technologiques et des raisons de place et d'évolution, elle a réussi à être limitée. Donc, ce sont les mêmes levures. Pour trouver également des. Et c'est même un problème, cette histoire de mousse-là, parce que peut aller jusqu'à 2 tiers de l'espace dans la cuve ou 50%. Donc, ça veut dire que ça prend plus de cuve pour fermenter une certaine quantité de saké. Puis, il faut les contrôler. Puis, bon, ça a un impact. Là, ça a un impact aussi sur l'oxygène qui ne rentre pas dans le saké pendant l'élaboration, si on en veut ou pas. Donc, c'est important. Les levures non mousseuses ont révolutionné l'ère du saké, là. Tout à fait. Et donc après, on a les levures super aromatiques, comme on aime les appeler. Donc là, c'est des croisements. On les appelle les bêtes de concours. Non, si un jour vous tombez dessus, vous allez voir, c'est une explosion de fruits en bouche. Donc gardez ceci également en mémoire. Ils sont nés beaucoup dans les années 80, ces levures-là. Il y en a qui sont nés avant, mais ont été utilisés beaucoup dans les années 80, dans la période le boom du Daiginjo. Donc, c'est vraiment l'époque où le Ginjo est né et est pas né, mais a pris le devant de la scène. Et c'est grâce à ces levures super aromatiques-là. Donc, ce qui nous amène au shubo, qui est le pied de cuve. On va avancer parce qu'il est déjà est 12. Je savais, on a toujours tellement de choses à dire. Donc, le shubo moto. Shubo moto est fait dans ces cuves-là. Donc, c'est le pied de cuve. Puis il y a différentes méthodes traditionnelles. Donc, il n'y a pas d'acide lactique ajouté pour aider au développement des levures. On provoque l'apparition de l'acide lactique naturellement. On appelle ça méthode Kimoto ou Yamahai, qui donne des sakés avec plus d'acidité, plus corsés, plus complexes, mais c'est très complexe à faire. Ou les méthodes modernes, c'est Shokujo, qui représente 96-97% de la production aujourd'hui au Japon. Donc, il y a très, très peu de Kimoto Yamahai qui sont faits aujourd'hui au Japon. On a la grande chance à Tanaka Shuso, où on fait le projet Tanaka 1789 et Chartier, de pouvoir travailler en méthode Kimoto et Yamahai. Donc, handcraft saké fait à la main, et d'aller chercher cette acidité-là naturelle qu'on a besoin et de travailler de façon complètement naturelle, comme justement le mot le dit bien. Le Kimoto existe depuis le 15e siècle. C'est vraiment une très, très vieille méthode dans l'élaboration du saké. Le Yamahai est un peu la rénovation du Kimoto, l'adaptation au début du 20e siècle. Et le Yamaha Orochi, c'est le travail avec la palette de bois Nico, si tu veux l'expliquer un peu sans trop détailler, là, mais... Là, tu es en train de me mettre un challenge. Non. Comment? Non. Le Kimoto, rapidement, la méthode, vous imaginez des grandes pelles en bois et vous devez broyer le riz. Seulement broyer le riz. Pourquoi? Pour permettre d'intégrer évidemment l'eau et commencer à casser les enzymes et que le koji puisse commencer la fermentation. La Yamai, en fait, donc cette étape-là s'appelle Yama-Orochi. Et en fait, si vous enlevez cette étape-là, vous avez créé la méthode Yamai. En fait, ils ont juste découvert en 1909 que si vous polissez suffisamment le riz, donc à moins de 70%, de manière naturelle, le riz va se dissoudre. Donc cette étape qui est relativement longue et fastidieuse, vous la quittez, donc vous gagnez du temps, vous gagnez de la main-d'œuvre, et finalement, vous êtes à peu près sur les mêmes bases de processus. Et permet d'avoir tout un développement intéressant au niveau du saké. Bien sûr, il y a un impact du travail humain. C'est un travail à bout de bras. C'est très complexe, Kimoto Yamahai. Le temps, les gens, donc le coût de production est élevé parce qu'il y a main-d'œuvre personnelle, mais impact aromatique important. Est-ce que ça amène une acidité naturelle? Est-ce que ça a un effet terroir? Bon, ça, on peut travailler avec des levains indigènes. Je pense que je dirais que c'est le futur du saké, mais bon, c'est le passé du saké. Donc, on aimerait bien que ça soit le futur. Donc, et le Shokujo, ben, aujourd'hui, c'est 96% de la production. Donc, on ajoute de l'acide lactique directement dans le shubo pour que ça aille plus rapidement et qu'on n'ait pas à faire ce que Nico venait d'expliquer. Voilà. Donc, on sauve de l'espace, on sauve du temps, c'est plus facile, c'est une recette.
On travaille avec les levures et on y arrive, mais on a moins d'acidité, moins de complexité au départ, mais au final, mais c'est encore drôle. Il y a de très grands sakés faits en Sukujo. Donc, encore une fois, il faut toujours, dans l'univers, comme dans tout, il faut nuancer. Dans tout. Dans l'univers du saké, probablement encore plus qu'ailleurs. Donc, ouais. Principalement sur les Daiginjo et Ginjo, c'est souvent la méthode Sokujo qui est utilisée. Pourquoi? Parce Ouais. que sinon, les Yama et Kimoto sont très présents en bouche, ont beaucoup de gras, beaucoup de texture, beaucoup de puissance, souvent plus d'umami. Et finalement, on revient sur des Daiginjo. Ce qu'on recherche, c'est de la pureté aromatique, donc de la finesse. Donc, utiliser un Sokujo permet d'aller dans cette ligne-là. Et c'est une logique et une philosophie. Et encore une fois, dans les années 80, le Sukujo a pris une place prépondérante parce que le Daiginjo a pris une place prépondérante dans les concours et après ça auprès du public japonais, jeune et international. Donc, il y a comme tout un tour. Donc, c'est pour ça que je disais Sukujo ou pas. Même en Sukujo, on peut faire et on fait de grands sakés. Donc, là maintenant, ouais, vas-y, Nico. Sur le Sandan Shikomi, on va passer très rapidement. Qu'est-ce que c'est? On a donc notre petite base de Shubo et on va juste aller en rajouter petit à petit encore de l'eau et du riz. Sandan Shikomi, c'est une méthode qui consiste à rajouter en 3 fois. Si on rajoutait en une seule fois toute la quantité, on aurait déjà tué toutes les levures. Donc en rajoutant petit à petit, ça permet de créer un tank de fermentation beaucoup plus grand. Et depuis là, le moromi, la fermentation peut commencer de manière tout ce qu'il y a de plus naturel. Important de préciser, donc les deux fermentations vont se passer en même temps. On aura toujours notre koji qui transforme tranquillement notre amidon en sucre et de l'autre côté, les levures qui vont transformer ce sucre en alcool. Et c'est cette double fermentation qui permet également en parallèle d'avoir des degrés d'alcool qui montent beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'elle est faite au fur et à mesure. Et ce qu'on va parler de fermentation, ce qu'on voit ici, c'est une photo prise justement à Tanaka Shuso, la brasserie où on fait le projet, et dans une cuve avec des levures non moussantes, des levures moussantes plutôt. Donc, on développe des systèmes, hein, c'est le système D, donc il y a un moteur en haut de ça, des planches de bois, et on fait tourner des hélices et on essaie de libérer la mousse pour faire en sorte que, et ça, c'est hyper collant, là. C'est un peu comme le chapeau de lit, mais c'est pas la lie. C'est de la mousse uniquement. C'est pas la lie, pas la lie, mais le marc, comme dans le cas du raisin. Là. Donc, c'est ce que Nicolas disait. C'est un procédé de fermentation parallèle. Donc, si bien sûr la transformation de l'amidon par le koichi en sucre peut être appelée fermentation, parce que ce n'est pas totalement une fermentation, c'est plus une transformation. Hein? Donc, mais on parle partout, on parle toujours de fermentation parallèle. Donc, et après ça, ben, le temps de fermentation. Les fermentations classiques vont durer à peu près 20 jours, donc à 15 degrés, mais fermentation plus longue, plus lente, avec des eaux plus douces, vont durer 40 jours et à 10 degrés. Donc, impact aromatique, impact sur le développement, impact sur la texture, inévitablement. C'est comme la bière, fermentation à froid, fermentation à chaud. On donne les pilsners, les L, c'est deux mondes complètement séparés. Donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau de la fermentation. Et inévitablement, ça a un impact sur les arômes, un impact sur les esters. C'est comme si le shubo était le shubo, le yeast starter donnait la structure que vous cherchez dans votre saké. Et la fermentation, ça est votre monde d'arômes. Donc, ça va être les muscles qui vont être autour. Et une fois que vous avez entendu cette philosophie, vous pouvez commencer à jouer avec toutes les autres étapes qu'on a dit avant, qui sont multiples, mais toujours en essayant de s'ajuster. Et un coup que la fermentation est terminée, ben, on va transférer le saké dans des cuves et tout dépendant de ce qu'on cherche comme saké, à différentes températures, différents styles de cuves, pendant différentes périodes, durées. Et bien sûr, avant d'arriver à ça, il faut presser, clarifier, pasteuriser si on pasteurise avant d'aller en cuve. La première fois, si on pasteurise 2 fois, la première fois se fait là, la deuxième fois se fait avant la mise en marché. Ce que vous voyez là, la photo, ben, c'est des bouteilles qui sont pasteurisées à chaud, ils ne sont pas lavées, là, ils sont en train de les pasteuriser à chaud. Alors, différentes étapes qui permettent d'arriver et de terminer le saké. Pasteurisation, quand même assez important, phénomène important, si tu veux prendre la suite, Nicolas. Comme tu l'as expliqué au début, donc on a différentes étapes. On a les namas, donc aucune pasteurisation n'est faite. Le saké est certes filtré, mais aucune pasteurisation.
On a les Namazume, donc c'est juste au moment que le saké est en tank, on va le faire passer par des grands tuyaux, des serpentins chauds, et en fait pour le pasteuriser en méthode flash, et le saké va être remis en tank. Donc là, il est déjà pasteurisé, et après on le mettra en bouteille, sans repasteuriser. Ça, ce sont des Namazume. Nous, c'est ce que nous utilisons à Tanaka 789 X Chartier. C'est notre méthode, et on expliquera peut-être la prochaine fois le pourquoi du comment. Et les Nama Shozo, au contraire, vous laissez en tank, et au moment où vous vous embouteillez, vous allez pasteuriser la bouteille directement. Ou sinon, vous avez la solution de faire les doubles fermentations. Donc ça, on pasteurise le tank, et quand on remet en bouteille, on repasteurise là-dessus. François, je te laisse expliquer les effets de la pasteurisation. Et ce qui est, comme on disait tantôt, comme 98%, là, 99% des sakés sont double pasteurisés. Et Nicolas le dit un petit peu plus tôt, la pasteurisation est liée à la recherche de pureté, à la fois dans la pureté aromatique, pureté de goût et pureté du produit pour l'être humain dans le bouddhisme. Donc, que le produit soit le plus peu possible, mais cette pasteurisation-là, elle vient de là beaucoup. Il faut savoir qu'on pasteurisait, on contrôlait la pasteurisation bien avant les travaux de Pasteur. Donc, 300 ans avant Pasteur, on connaissait déjà la pasteurisation au Japon dans l'univers du saké, mais à cette époque-là, il n'y avait pas les communications qu'il y a aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'un Amazume, ce qu'on fait nous, pasteurisé avant d'aller en tank, avant l'élevage, on a élevé le Blend 001 13 mois en tank avant de le mettre en bouteille. J'aurais pu, mais j'aurais eu de la misère à dormir, à ne pas pasteuriser, puis à le laisser aller 13 mois en tank. Pourquoi? Parce que c'est un produit naturel, très peu filtré, qui risque de développer des déviations aromatiques à cause de bactéries, et c'est ça. Donc, en pasteurisant une fois, on se sécurise un peu et aussi on peaufine au niveau aromatique. Hein. Ce n'est pas que de dormir en paix. Au-delà de dormir en paix, c'est de s'assurer qu'il va y avoir un développement aromatique comme on veut, dans la bonne direction, enlever les possibles nuisances aromatiques pour garder ce qu'il y a de meilleur au niveau aromatique. La pasteurisation est importante à ce niveau-là. Mais on fera un masterclass complet sur la pasteurisation parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, puis dans toutes les méthodes qui existent, une nouvelle méthode, elle n'est pas nouvelle, hein? Les Japonais font du blending, pas partout, mais ils en font. Excusez-moi. Mais je dirais à 99,9%, au Japon, on n'a pas fait de blending un art. On n'a pas fait l'idée de l'assemblage pour augmenter, multiplier, magnifier un produit comme on fait à Vega Sicilia avant de mettre en bouteille, avant l'élevage, comme on fait partout. Château Margaux, c'est une quarantaine de parcelles, puis le vin prend son âme au moment de l'assemblage, qu'on appelle le blending, le blend. Donc, et c'est ce qu'on apporte à Tanaka et ça a un écho quand même assez important. On n'a pas fait pour ça, puis je n'ai pas eu l'idée pour ça. Moi, je cherchais juste à faire mieux, puis à voir comment on pouvait transformer puis amener quelque chose dans cette boisson-là. Et très humblement. Mais bon, c'est en train d'avoir un impact au Japon, cette histoire-là de blending de best with the best, parce que déjà, il y a 3 autres domaines qui travaillent comme ça, et pas les moindres, depuis qu'on a lancé le projet en 2017. Donc, une révolution, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, toujours un peu de misère avec le mot révolution. Donc, mais tu vois, great wine are grown in the vineyard, not made, ils ne sont pas faits. Ça, c'est l'univers du vin. Commando G est un grand producteur en Espagne maintenant. Mais au Japon, Ichikoji, Nimoto, Sansukuri, One Koiji, Two Shubo, Tree Fermentation. Alors, on voit comment le procédé d'élaboration est hyper important. C'est du riz, il ne faut pas oublier, ce n'est pas du raisin. Donc, on n'est pas dans le même produit, mais grâce à l'impact de l'être humain dans le travail, ils ont réussi à faire des produits d'une complexité, d'une variété très, très grande pour les différents moments de dégustation, seul ou en mangeant. Donc, c'est quand même assez unique. Donc, inévitablement, le procédé influence le saké. On le dit, on ne va pas passer à travers le graphique. C'est toutes des choses qu'on a dit depuis le début, comment le procédé a un impact, que ce soit le koiji,
que ce soit le riz, que ce soit le trempage, l'eau utilisée, le type d'eau utilisée, les levures utilisées, la façon de faire le pied de cuve en Yamaha, en Kimoto, tout ça a un impact. Et ce qui donne des différents styles de saké au final. Donc, les Genshu sans addition d'eau, les Zenkoji avec 100% Koiji, ce qui est très, très rare. Donc, ça veut dire que le riz était complètement avec du Koiji. Habituellement, c'est à peu près 23% du riz que dans toute la cuve subit le Koiji. On n'a pas besoin de faire plus. Ce n'est pas une question de besoin, mais en tout cas, ça aussi, on en reparlera parce que c'est complexe. Les Nigori, les Namasake, sans aucune pasteurisation, ou les Namazume ou Shozo, qui a une pasteurisation, et les Koshu. Ça aussi, c'est passionnant. Des sakés âgés, minimum 3 ans en cuve avant d'être mis en bouteille. Et ça change de couleur, ça change d'arôme, et on rentre dans l'univers des noix, des épices, du curry. C'est du sotolon en pur, c'est quasiment la sauce soya. J'exagère un peu, là, mais très intéressant, lié au sirop d'érable. Des grands, grands produits. Donc, voilà. Je veux dire, arigato, hein? Arigato à l'Association canadienne des sommeliers professionnels. On va prendre des questions si on a le temps. Juste dire une chose, on a commencé un nouveau projet. Ouais, ça fait des mois qu'on travaillait sur ça. Je fais partie depuis 2 ans du groupe de recherche de Sony Intelligence Artificielle en gastronomie à Tokyo. Et je leur ai lancé l'idée il y a quelques mois, comme on est en période de confinement, de restrictions, de problèmes au niveau de la gastronomie mondiale, des restaurants. Les chefs sont hyper challengés, les sommeliers, on est challengés, on est obligé de se redéfinir, de changer notre travail. Donc, ça veut dire d'amener la créativité ailleurs. Donc, on a décidé de faire une série d'entrevues qu'on a fait cet été. J'ai mené les entrevues avec une vingtaine des plus grands chefs de la planète, sommeliers, Johan Roca, Joseph Roca, sommelier du Celler et Can Roca, Miguel Torres, Mireya Torres, Hajime, qui est en ligne depuis hier, Hajime, 3 étoiles Michelin au Japon. On va passer à travers 10 fruiteurs, Johan Roca, Donny Aduris, donc Julien Royer, demain, de Odette à Singapour, le restaurant numéro 1 en Asie. Des entrevues très intéressantes qu'on a résumées en 15 minutes, mais c'est des entrevues d'1 heure, 1 heure et demie, mais qu'on a fait du montage pour garder le meilleur, le message, comment on peut redéfinir la créativité dans un moment comme lequel on vit. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens, pas seulement les gens de la gastronomie, à voir comment on peut se redéfinir dans le moment de fragilité dans lequel on est. Alors, allez sur YouTube, Sony AI Gastronomie, vous allez voir les vidéos. Sinon, passez à travers mes réseaux sociaux, vous allez les voir, mon site web et tout ça. Mais tout est là, en ce moment. Et on va en mettre 2 par semaine, des entrevues. Donc, je vais enlever je vais arrêter le partage. Voilà, exactement. On va faire un challenge, OK? Je vais poser une question, tu réponds, après tu m'en poses une et on va faire chacun répond à sa question parce que je pense que si on se met à 2 sur les questions, on est reparti. Tu commences, tu vas prendre la première. Pourquoi certains sakés ne sont pas pasteurisés dans le processus d'élaboration? Ceux-ci peuvent-ils comparer d'une certaine façon au fromage ou au lait cru? Est-ce pour passer le test de l'exportation exigence sanitaire? Donc on est passé rapidement dessus, mais elle avait été posée avant. C'est clair que les sakés Nama, dans certains pays, ne passeront pas. Peut-être à la SAQ, en privé, oui, mais à la SAQ, je ne sais pas. Il faut voir, ça dépend encore là. Mais c'est clair qu'un saké Nama non pasteurisé court de grands risques, entre guillemets, dans le voyage, dans le déplacement. Pourquoi? Parce que les changements de température, inévitablement, vont développer des problèmes bactériens avec de possibles déviations aromatiques, et entre autres. Donc, c'est pour ça, nous, on va faire du Nama un jour, c'est sûr et certain, mais qui sera vendu au Japon uniquement pour l'instant, jusqu'à temps qu'on trouve la bonne solution pour le transporter. Il faut savoir, ça me fait penser à quelque chose, il faut savoir que le saké est beaucoup moins fragile. Oui, je sais, Nico, ça te fait rigoler parce que je passe toujours d'une chose à l'autre. Le saké est beaucoup moins fragile qu'on l'entend. Quand on lit sur le saké, puis on voit dans les grands restaurants, tout ça au Japon, ils sont fait construire des celliers à saké à moins 4 degrés, 0, 4 degrés, et on garde au froid, vieillissement, il faut rester très, très froid, tout ça. Un fromage au lait cru, mettez-le dans un frigo de moins 4 degrés, il va prendre beaucoup de temps à évoluer. Alors, ben oui, parce que le froid empêche ce vieillissement-là. Donc, le saké, spécialement Junmai,
est capable de supporter des changements de température, pas Nama, là, capable de supporter les changements de température et probablement aussi de gagner en complexité aromatique, de se développer d'une façon exponentielle grâce à ces changements-là ou à une température plus élevée sans changement, mais en température de vieillissement plus élevée d'une cave à vin normale. Donc, on fait beaucoup de tests en ce moment, puis on est loin d'avoir fini parce que je pense qu'on n'a pas dit le dernier mot là-dessus et on n'est pas les seuls à le faire. Il y a déjà des producteurs, je pense à Tamagawa, qui ils font vieillir leur saké à température extérieure, puis ils font changer de température durant l'année. Ils croient que c'est le terroir local, la température saisonnière de la région d'où il provient. Donc, c'est très intéressant, là. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Mon petit sourire a été parce que tu as répondu à l'une des deuxièmes questions. Donc, on vient même de gagner du temps indirectement. C'était y a-t-il des mesures à faire pour conserver et faire vieillir les sakés? Je prends rapidement, parce qu'elle va être rapide, c'est sur les levures. Pourquoi ce n'est pas obligé d'être indiqué? Tout simplement parce que les lois au Japon sur l'indication des étiquettes sont très faibles. Vous n'êtes même pas obligé, obligation légale, d'indiquer le taux de polissage. Donc, finalement, les lois pour indiquer, c'est vraiment où ça a été produit, la production. Je pense que le Japon, on revient sur une terme de philosophie, il y a énormément de respect. Il y a du produit, du producteur. Et les lois, finalement, n'ont peut-être pas tant, ne sont pas autant structurées. Il n'y a pas encore d'indications géographiques comme chez nous. Il n'y a pas encore toutes ces réglementations très strictes. Pourquoi? Parce que je pense que la notion de respect est au-dessus. Donc, les levures ne sont pas une obligation d'être indiquées sur les bouteilles. François, la suivante est pour toi. Il y avait plein de questions. Et ça va être la dernière pour moi parce que je devrais quitter après. Donc, je te laisserai répondre aux autres questions, Nicolas. Mais vas-y. Tac, 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 tac. Existe-t-il des choix à faire sur la forme des verres pour déguster des types de saké particuliers comme on trouve dans le monde du vin, Monsieur Chartier? Absolument. Le choix du verre a un impact considérable sur le vin, sur la bière, sur le saké, sur un thé, sur tout ce qu'on boit. Donc, je ne vais pas vous énumérer les différents verres. On parlera je pense, au mois de janvier, quand on fera la partie service. On retient ça en tête. C'est un très bon point. Je pense qu'on pourrait prendre un 15 minutes et avoir un paquet de verres avec nous, ce qu'on croit, nous, être les bons verres pour un Junmai jeune, un Junmai évolué, un Daiginjo, un Ginjo, pour être un Koshu, pour être assez intéressant parce qu'on le fait. On fait des dégustations de vin régulièrement. Nicolas, Isabelle et moi, c'est l'équipe Chartier. Isabelle, qui est ma conjointe sommelière et collaboratrice directe avec Nicolas. Et Nicolas, ce n'est pas mon conjoint, non. Et quand on fait des analyses organoleptiques, des analyses scientifiques comme on a fait pour le cava, comme on vient de faire récemment pour les vins d'Alvaro Palacio, ça sera publié bientôt, on profite toujours de l'occasion pour ces grandes dégustations-là de remettre sur le tapis les verres. C'est quoi l'impact des verres? C'est quoi l'impact de la température des vins dans les verres? Le même vin sur plusieurs millésimes, le même vin, la Montesa, par exemple, d'Alvaro Palacio, sur plusieurs millésimes, sur différents verres, différentes températures, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est très, très, très intéressant. Je pense que ça devient complexe, bien sûr, parce qu'on a beau vous dire tel millésime va bien aller avec tel verre à telle température. Le restaurant ne peut pas toujours avoir tous les verres au restaurant, là. Mais bon, on le fait parce que c'est plus fort que nous. Puis, on a envie de partager ces données-là. Elles sont importantes. Après, à nous d'essayer de généraliser, de trouver le bon verre qui va aller avec ce qu'on fait. Mais dans le saké, ça a un impact. Le blend 001 Tanaka 1789 est un Junmai à la base. Et dans les verres à Chardonnay, Nouveau Monde, New Oak, Chardonnay de Riedel, c'est extraordinaire. C'est le jour et la nuit avec tous les autres verres. Nous, c'est le meilleur verre qu'on a trouvé et le verre à Montrachet de Riedel aussi. Les deux sont très, très proches. C'est top notch. Donc, voilà, l'impact du verre est très là. Je dois remercier tout le monde. Ici, il est 16h34. Je devais partir à 16h25. On avait 45 minutes. On a dépassé de 20 minutes. Je laisse Nicolas à vos bons soins. Je vous remercie énormément. On vous attend au prochain masterclass dans un mois. On va communiquer les dates avec la CSP. Et nous, on a un masterclass lundi, même heure, 3h30 sur le site Tanaka 1789. Les informations sont là. Masterclass sur l'eau pour le saké, bien sûr. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous surtout.
Eh bien, je vais prendre la parole pour les deux dernières questions qui vont être plus ou moins rapides. Il y en avait une sur le produit naturel et une sur la méthode Sokujo. Je vais commencer par la méthode Sokujo parce que je pense que le saké nature va me prendre une discussion philosophique, donc on va aller sur la partie. La méthode Sokujo permet d'économiser du temps. Y a-t-il des saisons de fabrication du saké ou peut-on produire de façon continue? Historiquement, la saison de fabrication du saké, c'est l'hiver pour des raisons de froid et de conservation. Il y a très peu de kuras qui sont climatisés, qui peuvent se permettre de produire à l'année. Évidemment, les 14 grandes kuras qui produisent 55% de la production produisent à l'année. Mais par exemple, nous, à l'heure actuelle, à Miyagi, où on est situé, ça serait impossible. On peut produire, la production se fait de octobre à mars, donc sur les périodes froides d'hiver. Pourquoi? Parce que ça permet de conserver le saké, ça permet de contrôler les températures. Les tanks ne sont pas thermorégulés comme dans les vins. On les réchauffe avec des seaux remplis d'eau chaude et qu'on va verser au milieu. Donc, c'est vraiment très traditionnel. Donc, oui, on peut produire à l'année, mais vraiment seulement les plus grands peuvent se le permettre. Et sur le Sokujo, permis d'économiser du temps, évidemment. Vous passez de 15 jours pour la production en Sokujo, alors que si vous produisez en Yamai, vous passez sur les 35 jours en général. Donc, vous économisez du temps et aussi de la main-d'œuvre. Tic, 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 tic. Et je reviens, il y a une dernière question sur est-ce possible de répéter quel type de riz va dans le Kojimai et quel type de riz va dans le Kakemai? Techniquement, on peut utiliser le même riz dans le Kojimai que dans le Kakemai. Ça peut être exactement la même chose, le même riz, au même polissage, et après on les réutilise. Après, il y a certaines kuras, certains toji qui utilisaient un riz spécial pour le Kojimai. Donc il va faire son Kojimai par exemple avec un Yamada Nishiki poli à 60%. Et par contre, le reste, ça va être par exemple du Miyama Nishiki à 70% pour sa base. Pourquoi? Parce qu'en général, dans le Kojimai, pour produire le koji, on utilise toujours un riz de plus grande qualité, un peu plus poli, pour assurer une bonne base de fermentation. Le riz cuit en global qu'on va rajouter après pour produire la fermentation globale peut être, ici où on va parler de coûts, mais on peut essayer de réduire un peu les coûts en polissant un peu moins, parce que polir, c'est de l'argent évidemment, et en utilisant un autre style de riz aussi pour la complexité. Et je vais terminer avec la dernière question sur les sakés nature que j'ai vu passer par là. Existe-t-il des sakés nature? Si oui, c'est quoi? Eh ben, je vais répondre rhétoriquement, existe-t-il des vins nature? Si oui, c'est quoi? La notion de nature n'étant pas définie légalement, qu'est-ce qu'un vin nature? Moi, personnellement, j'ai des pistes, mais concrètement, c'est toujours difficile à définir. Donc, dans le saké, ça serait un peu la même chose. Si on prend à peu près la même philosophie, un saké nature, techniquement, qu'est-ce que ce serait? Ça serait un saké où les levures sont indigènes, où on limite évidemment l'ajout d'eau, on ne rajoute pas d'alcool neutre. Donc déjà, c'est forcément des junmai dans ce cas-là. Et on essaye de respecter au maximum le processus. À partir du moment où l'humain, pour produire son saké, va rajouter du koji, donc un champignon au-dessus pour favoriser la transformation d'amidon en sucre, je pense qu'on rentre déjà dans un process humain. Donc après, le côté nature se perd un petit peu, mais il pourrait exister des sakés nature. François Chartier a parlé de Tamagawa. Tamagawa est dans cette philosophie-là, laisser les sakés à l'air libre, laisser les sakés faire leur propre fermentation. Les levures sont indigènes. Donc dans ce style-là, Philippe Harper, qui est le seul toji d'ailleurs européen à produire au Japon, se rapprocherait de cette démarche-là en termes de saké nature. Et je pense que c'était la dernière question. Et je suis désolé pour les vins nature. Bon, alors merci beaucoup, Nicolas. Honnêtement, je pense qu'on a en fait un super bel overview de cet univers-là qui est l'univers du saké. Je pense que ça va être réellement intéressant d'ensemble, en fait, pendant les 3 prochaines masterclass, d'aller un petit peu plus en profondeur. Je pense que nos membres seront appréciés énormément. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je te dis à dans un mois. Merci beaucoup à vous. Merci. Bye bye. Ciao.